Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous savez que dans toute démocratie, ce qui a lieu de faire, ce qui est le plus important, c'est le respect de la loi. Alors, nous ne pouvons pas faire la différence ou bien le distinguo entre la presse française et la presse africaine ou la presse togolaise. Vous avez fait allusion tout à l'heure aux scandales qui ont été révélés par la presse française et qui ont emporté même les ministres. Et vous êtes scandalisé de ce que la presse togolaise également fait des révélations. Certaines de ces révélations sont même confirmées par certains ministres au Parlement. Mais ils sont toujours maintenus dans le gouvernement. Cela prouve à suffisance que le Togo n'est pas un pays démocratique, parce que un pays démocratique, c'est ce pays-là dont les premiers responsables sont ceux-là qui respectent. La loi dit, lorsque vous êtes auteur d'un scandale et que cela s'avère vrai, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que vous-même, vous vous démettez, c'est-à-dire vous démissionnez de votre poste, ou bien c'est le président de la République ou bien le Premier ministre qui vous démet. Vous avez vu les exemples. La France en est un exemple parmi tant d'autres. Mais il faut dire qu'au Togo, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce que la presse révèle comme information vraie, qui épingle au plus haut sommet les dirigeants togolais, on s'en fout, on s'en fiche. Pasteur Edo, il faut constater également que même à un mois de la fin de son mandat, ou bien de la fin du mandat du président Hollande, l'un de ses ministres, le ministre de l'Intérieur, a dû démissionner parce qu'entre-temps, il a eu à utiliser ses 2 filles mineurs comme attachés parlementaires. Oui. Ben, comme Ildefonse l'a dit, dans un pays démocratique, la loi doit être respectée à la lettre. Et ce que nous reprochons peut-être à la France, c'est que la France, souvent, veut nos matières premières, ou bien chercher nos matières premières pour aller se construire. Mais nous, au niveau de la démocratie, la France ne dit pas grand-chose quand les pays africains ne veulent pas respecter les textes et les lois. Mais la France ne viendra pas faire la loi chez vous. Non, quand même. Non, il ne faut pas dire ça. Je crois qu'à un certain niveau, dans certains pays où les choses ne marchent pas, les puissances étrangères ont parlé et puis les choses se sont d'une manière ou autre rétablies. Bon, donc, quand vous prenez des révélations faites souvent par la presse française, la presse occidentale, hein, c'est en Occident surtout, en Occident, hein, il faut reconnaître que ce n'est pas seulement en France, mais en Occident, quand la presse fait de troublantes révélations sur des personnalités qui sont en poste, dans ces pays-là, ces personnalités se démettent, ou bien sont démises par l'hiérarchie. Mais c'est ça, parce que cela vous permet d'avoir votre dignité, cela vous permet de comparaître, hein, de répondre devant les tribunaux. Mais en Afrique, la culture de la démission n'est pas encore entrée dans nos habitudes. On n'a pas la culture de la démission. On tient toujours au poste jusqu'à ce que les choses nous quittent. Et c'est ça la honte. La honte pour nous en Afrique, on ne veut jamais démissionner. On ne veut jamais quitter le poste. Même comme il a dit, même au Parlement, des révélations ont été confirmées par certains ministres, même si, d'une manière ou d'une autre, ils ont eu à dévier, hein, à dire des choses qui ne sont pas conformes, mais ils sont toujours en poste, ils tiennent toujours. Ils viennent, on les voit encore agir, et sans honte. C'est des gens, ils sont éhontés, et ça fait très mal. Donc je crois quand même que la presse joue son rôle. On ne peut pas dire que la presse togolaise ne joue pas son rôle. La presse joue son rôle, mais c'est dommage que ça n'a pas les mêmes effets comme on voit dans les pays occidentaux. Mais quand même, il faut saluer dans certains pays africains, quand il y a de ces genres de révélations, la culture, comme je le dis, la culture
les démissions étant dans les habitudes de ce pays, il y a des gens qui démissionnent dans les pays anglophones, on voit les démissions. Bon, donc, c'est un peu dommage que presque 30 ans de ce processus démocratique, la culture de la démission reste toujours un tabou, hein, où les gens s'en tiennent toujours à leur poste jusqu'à ce que, des fois, c'est le chef de l'État qui d'une manière stratégique, procède à un remaniement technique pour les enlever. Et on ne nous dit jamais que c'est compte tenu de scandales, des révélations de scandaleuses qu'on les a enlevés. Donc je crois quand même que nous sommes toujours en bas de l'échelle par rapport à la culture de la démocratie et de l'état de droit. Et Défense Akbaki, tout n'est pas aussi que noir. Il y a des révélations qui ont quand même fait bouger les lignes au Togo. Oui, mais est-ce que c'est des révélations qui aujourd'hui ont cette allure d'arranger les choses telles que cela se doit? Par exemple, quand vous dites qu'il y a eu des révélations, moi j'en ai recueilli 3 qui me font très chaud au cœur. Il y a d'abord l'évasion fiscale qui a eu lieu il y a quelques années et que Financial Integrity en a dénoncé. On a cité pas mal de personnalités qui étaient à l'origine de ces évasions-là. La première, on n'a rien fait. Où sont passés les 1000 quelques milliards qui ont quitté illicitement le Togo? On ne le sait pas. La presse en a fait cas. La deuxième, c'est le Wassem Gate. Vous vous rendez compte? L'évasion fiscale à Wassem. L'évasion fiscale à Wassem. Où on est même allé jusqu'à prouver que des autorités, et pas des moindres, je voudrais citer au passage l'actuel Premier ministre, dont le nom a été cité nommément, qui détient des actions dans la société Wassem et qui avait provoqué ce que nous appelons le conflit d'intérêts. Parce qu'il ne peut jamais être responsable d'une structure comme ça et être encore Premier ministre, parce que lorsque l'affaire, il y aura un problème et que l'affaire sera portée devant le Conseil des ministres, il se situera où? Son bien, est-ce qu'il va le laisser passer? Ou bien il va vouloir que l'injonction qui est faite aux ouvriers passe? Vous voyez. Alors ça a été cité. Mais le dernier, c'est avec, moi je l'appelle entre guillemets, le détournement des fonds de la route par le ministre ou bien au directeur d'une société qui a reçu le marché de bitumer la voie. Jusqu'à aujourd'hui, la presse en a parlé. Vous faites allusion à quelle route? La route Lomé-Vaughan, en foin et autres. Encore à un moment donné, c'est de l'État ce qu'on apprend. Et donc, vous voyez que si nous disons, ou si on dit aujourd'hui que la presse ne fait pas son boulot, moi, je dirais que peut-être que ceux-là même qui se sentent morveux, qui sont touchés par ces genres de scandales, c'est eux qui le diront. Vous vous rappelez les 10 milliards qui se sont volatilisés aussi et dont les confrères Carlos Ketou, Zessa, Ziabouvo et autres, Abi Alpha, ont été chaque fois convoqués. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas tranché cette affaire-là. C'est la presse qui en a parlé. Et pourtant, c'est un scandale. Bon, maintenant, nous avons assisté la dernière fois à ce que les principaux responsables de l'Irak parlent de dépénalisation. Là, je fais juste une... Oui, on va y revenir tout à l'heure. Au bilan des 13 ans de la dépénalisation des délits de presse au Togo, on va y revenir tout à l'heure. Ok. Et donc, lorsque nous mettons tout cela sur le plateau et que nous nous disons que le Togo est une démocratie, il faut qu'on nous prouve effectivement que le Togo est démocratiquement un État digne de ce nom et respectueux des lois et des textes. Si tel n'est pas le cas,
Je crois que nous ne pourrons pas parler de démocratie, mais on parlera de démocrature, comme nous disent certains. Pasteur Edo, entre-temps, il y a eu quand même, vous faites souvent dans la dénonciation, et il y a eu des changements qui sont intervenus à la suite des révélations au Togo, même si on ne peut pas faire la même comparaison avec ce qui se passe ailleurs. Quel changement, par exemple? Vous vous êtes déplacé. Non, dites-nous. Quel changement a-t-il eu? C'est vrai quand même qu'il y a des actions. Il y a des actions qui sont... Il y a des mesures qui sont prises après nos dénonciations. Mais toujours est-il que les auteurs, la plupart des auteurs de ces actes malhonnêtes au sein de la nation sont toujours là. Des fois, peut-être sont promus à d'autres postes. Je crois que les exemples sont légion. Les exemples sont légion. Après avoir commis le scandale, bon, on voit les gens à d'autres postes plus élevés que précédemment. Bon, donc, c'est dire que il faut repenser notre démocratie. C'est vrai quand même qu'à certains niveaux, il y a quand même l'ouverture. On voit quand même l'ouverture à certains niveaux. Il va falloir quand même que, après plus de presque 30 ans de processus, comme je l'ai dit, on ne va pas être élève éternellement. On ne va pas rester à apprendre. 30 ans, quand vous prenez 30 ans pour être sur les bancs, vous allez prendre combien de temps pour faire la vie? Donc 30 ans d'apprentissage presque, je crois que c'est beau, c'est bon. Il va falloir quand même qu'on s'y mette et qu'on devienne adulte et qu'on soit un modèle et qu'on arrive à mettre en pratique les principes démocratiques, l'alternance, le respect de la règle de la minorité et autres. Donc, c'est ces principes-là qui guident un État démocratique et c'est ce à quoi nous devons penser. Il y a l'exemple de ces 3 élèves incarcérés à Dapao qui viennent d'être libérés. On a vu depuis 3-4 jours la presse en parler. Avec la pression ont été libérés et c'est à saluer parce que ces élèves, c'est vrai quand même à quelques niveaux, nous avons à dire que les élèves ont droit au cours, les élèves ont droit à la rue, mais les manifestations des élèves ont été tellement trop mouvementées et cela n'était pas une belle image pour notre Togo, pour notre pays, parce que pour l'avenir, ces enfants connaissant déjà la rue vont être vraiment difficiles à gérer demain. Maintenant, ils sont libérés, et je crois que c'est une bonne nouvelle. Et la presse, et les organisations de défense des droits de l'homme, les organisations syndicales, tout le monde en parle aujourd'hui. Ces élèves sont élargis, et je crois que c'est une bonne nouvelle. C'est que vraiment, la presse et la société, la presse qu'on ne veut pas, la presse et les autres forces vives, c'est-à-dire de la société civile, on essaie quand même de faire ce qu'on peut et il va falloir quand même qu'on intensifie nos actions davantage pour que le Togo le Togo soit un pays vraiment démocratique. Idefos Apaki, en début de semaine, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a organisé un séminaire sur les 13 ans de la dépénalisation des délits de presse au Togo. Vous êtes quand même vieux de la vieille, vous êtes dans la presse, ça fait quelques années déjà. Quel souvenir vous regardez d'avant la dépénalisation des délits de presse au Togo? Non, je crois sincèrement, pour être en conformité avec ma conscience, que les choses ont évolué positivement. Ça, il faut le dire. Mais encore que, il faut relever que j'étais présent dans la salle la dernière fois. Moi, personnellement, j'ai tiqué lorsque on nous disait que les exposés qui seront faits, il y avait des personnalités qui étaient choisies. Et lorsque l'on doit faire parler un journaliste qui doit animer un panel, qu'on me dise que c'est M. Lucien Mensan-Dessous qui est le repère des journalistes, alors que dans la presse togolaise, je crois que
Non, on n'a pas forcément dit que c'est lui. Bon, C'est lui. il fait partie C'est lui des qui doyens. fait- des doyens. Oui, C'est ceux je qui dis- ont milité pour la dépénalisation. Oui, je dis que lorsque vous écoutez des fois Monsieur Lucien Diossou parler, moi je me dis que pour ces gens, le rendez-vous, il n'est pas la personne bien placée. C'est ce que je dis, je le dis. Je Maintenant, suis- au-delà. Oui, au-delà. J'ai dit tout à l'heure que les choses ont évolué pour être en conformité avec ma conscience, parce que à l'époque, je me rends compte que c'était des arrestations, c'était des poursuites de journalistes qui franchissaient les frontières une fois que la presse est déjà sur la place publique. Je me rends compte aussi que à l'époque, on saccageait les imprimeries qui imprimaient ces journaux, on saccageait même certains sièges de certains journaux. Tribune des démocrates et autres en ont fait les frais à l'époque. Mais je crois qu'avec l'évolution, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais seulement, je voudrais que cette dépénalisation ne soit pas seulement perçue au niveau des délits de presse, où on met devant le fait la responsabilité du journaliste. Je voudrais que, en somme, lorsqu'on parle de journaliste, il faudrait que l'institution qui est chargée de réguler la presse joue pleinement son rôle. Vous vous rendez compte qu'après 10 ans qu'on nous dise qu'un groupe qui a bénéficié de l'aide de l'État pendant une dizaine d'années s'avère être maintenant un groupe qui ne se conforme pas à la règle. Vous voyez que jusque-là aussi, il y a un problème au niveau de l'institution de régulation de la presse. Vous faites allusion au groupe Sud Média. Oui, qui a été victime de ce que les choses n'ont pas été comme elles devaient l'être. Mais au-delà de cela, je voudrais relever le caractère de violation perpétuelle dont fait montre l'institution de régulation de la presse également, en parlant de certaines fermetures d'organes qui n'ont pas respecté la loi. X Solaire, Légende FM et autres. On a dit, la loi a dit, je ne dis pas on, la loi a dit, c'est une décision de justice. Mais la RAC, conformément à la mission qui lui est dévolue quand nous prenons la constitution togolaise, en son article 130, n'a pas pour mission de fermer. Mais je crois que la même loi fondamentale, en son article 26, dit si vous voulez censurer, si vous voulez fermer, ce n'est pas une décision de justice. Je voudrais qu'au moment où on nous parle de dépénalisation et on met le journaliste au centre même de certains délits, que l'institution de régulation de la presse aussi se voit dans le miroir et dit par le passé, on a commis des gaffes. Aujourd'hui, nous commettons aussi de gaffes, mais arrêtons de commettre des gaffes et respectons la loi. Pasteur Edo, vous avez fait aussi dans la presse, entre-temps, 13 ans après la dépénalisation, quel souvenir vous regardez de cette époque-là, avant 2004? Oui, avant 2004, comme il a dit, c'était quand même difficile d'être journaliste au Togo, où les arrestations arbitraires, injustes, il y avait de l'oppression, les sièges sont saccagés, même les petits vendeurs de journaux, les petits vendeurs de journaux étaient poursuivis à Sika Toyota et un peu partout. Les distributeurs au niveau de Togo Presse, là, au niveau de la top, au niveau de Togo Presse, ceux qui distribuaient les journaux étaient même poursuivis. Et dès que les journaux sont mis au marché, on essaie de chercher les exemplaires pour qu'ils ne soient pas sur le marché. Je crois que c'était de la psychologie, la peur totale. Les journalistes vivaient dans la clandestinité. La plupart étaient même en dehors des frontières pour écrire leurs éditoriaux et autres. Mais à partir de 2004 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même ces efforts qui placent le Togo quand même, qui donnent une place importante au Togo dans la sous-région et même en Afrique. Ça, il faut le saluer. Moi, je l'avais déjà dit ici que l'actuel président de la RAC était un acteur très important.
il avait même à l'époque, au sein de son camp, hein, au sein de son parti même, il avait eu des ennemis. Moi, je me rappelle très bien, parce que je sais ce que je dis. Il était ministre de la communication. Il était ministre de la communication à l'époque. Ouais, il faisait le tout, hein, entre son bureau et l'OME2 à l'époque, hein, oui, bien sûr, ça il faut le saluer, hein, il était à cheval, il voulait que vous étiez à l'époque pas trop loin de la... Pas trop loin de la maison, pas trop loin de la maison. Bon, donc c'est un effort aujourd'hui, je crois, c'est à saluer, et beaucoup craignaient qu'on ne revienne à la pénalisation, parce que comme on parle de la relecture, hein, on parle de la relecture du code de la communication. Donc les gens tenaient leur souffle, hein, retenaient leur souffle, dit est-ce que la dépénalisation va être revue pour donner place à la pénalisation, s'il faut le dire. Mais je crois que le président a dit que il n'y a pas question. Il n'y a pas question de toucher à la dépénalisation de délit de presse. Je crois que c'est un avantage qu'il faut consolider. Maintenant, qu'est-ce que les journalistes en ont fait? C'est vrai quand même qu'il peut y avoir des abus, hein. On peut abuser de cette dépénalisation, mais je crois quand même que ce qui est le de fait, le bilan dans l'ensemble, c'est que la dépénalisation a fait que certains journalistes même se sont... Il y a de comment on l'appelle, de l'autocensure, l'autodiscipline, hein, l'autodiscipline, parce que la dépénalisation ne devait pas laisser la voie à publier n'importe quoi. Donc beaucoup de journalistes sont ressaisis, et ça aussi c'est à l'actif, c'est bon pour la presse togolaise. Donc maintenant que la HAC elle-même, cet organe-là qui est chargé, hein, de protéger, réguler la presse, puisse voir en son sein les manquements, les défaillances, parce qu'il y a eu quand même des décisions qui ne sont pas conformes à la loi. Donc il va falloir que la HAC elle-même se donne le bon exemple, et que les journalistes puissent jouer valablement leurs responsabilités. Voilà, on va de l'autre côté, on revient. Galerie Confortium, vous aussi, vous pouvez quand même solliciter, hein, on a de la place pour tout le monde, pour nous accompagner dans cette émission. Et Ildefonse, pour quitter ce sujet, il y a question de relecture du code de la presse et de la communication. S'il y a des amendements à faire, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous trouvez qu'on peut rajouter? Et quelle est l'opportunité de cette relecture-là? Je crois qu'il faut nous donner le temps de relire nous-mêmes, de voir à notre niveau et de revoir un certain nombre de choses avant de se prononcer concrètement sur ce qu'il y a lieu de faire. Parce que sauter dans la mare et dire aujourd'hui qu'il faut faire ci, il faut faire ça, me permet un tout petit peu, ne me sied pas tellement, mais ce que je peux dire pour ce qui concerne la corporation même, c'est que nous arrivions nous-mêmes à notre niveau, lorsque les choses ne sont pas bonnes, que nous ne les mettons pas sur la place publique. Vous faites cas des clauses de la conscience professionnelle. De la conscience professionnelle. Lorsque il s'est avéré que le journaliste doit opérer sur des conjectures et que je réussis à avoir une information avant de la mettre sur la place publique, il faut que je la vérifie, la confirme ou l'infirme avant de faire ce qu'il y a lieu de faire. Je crois que la conscience professionnelle nous interpelle en ce sens. Mais j'aurais parlé surtout du rôle que doivent jouer ceux qui sont membres de cette institution même de régulation de la presse. Qu'ils soient au service du peuple et non d'un homme, du peuple et non d'un clan, du peuple et non d'une famille. Je crois que si on le faisait ainsi, le travail ira bien entre autorités et acteurs de la presse. L'autre sujet de cette émission, c'est le programme de réparation et des indemnisations des victimes par le HCRUN, l'organisation à l'unité nationale, Pasteur Edo. Le lancement a été effectif ce matin par le Premier ministre Classou. Il a été dit qu'environ 7000 victimes ont été identifiées, un budget de 38 milliards. Et pour le moment,
le gouvernement a débloqué 2 milliards pour commencer. C'est déjà au moins une bonne chose qu'on puisse quand même faire un clin d'œil à ces victimes-là. Les violences politiques du Togo de 1958 à 2005. Oui, le processus de réparation fait partie des recommandations. Les recommandations de la CVJR. Et c'est vrai que ça a traîné. Ça a traîné parce que les victimes sont là. Aujourd'hui, c'est un début, mais vous savez, nous sommes en justice, la justice traditionnelle. Et dans ce cas, la réparation est symbolique. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je crois quand même que depuis que le HCON a été mis en place, il lui avait manqué beaucoup de moyens. Et l'année dernière, vers la fin de l'année dernière, la présidente a menacé de rendre le tablier si jamais les moyens ne sont pas mis à sa disposition pour faire le travail. Et puis aussitôt, le gouvernement a mis à sa disposition quelques moyens. Aujourd'hui, le lancement pour les réparations a été effectif ce matin. Nous remercions le HCON quand même d'avoir pensé au mouvement Martin Luther King. Nous avions été représentés au lancement par une invitation de HCON. Je crois quand même que 2 milliards sur les 38, c'est pas grand-chose, mais déjà, je pense que les petites victimes, c'est les petites victimes, hein. Enfin, que je dis petites victimes, c'est dans l'ordre de 1 million par, parce que oui, bien sûr, l'ordre de 1 million par victime. Et c'est ce que les 2 milliards peuvent faire, parce que là, pour ceux qui sont victimes de grandes, comment dirais-je, beaucoup de préjudices, de grands préjudices, dont ils vont devoir attendre encore. Mais qui sait quand est-ce que cela va être effectif? On aurait aimé quand même que d'autres fonds qui ont été utilisés, parce que il va falloir quand même que ces victimes-là reprennent psychologiquement, moralement et matériellement, reprennent force avant que nous puissions parler d'un Togo réconcilié, parce que la réparation là fait partie aussi des points de la réconciliation, parce qu'on dit souvent Epolorove Konanu, souvent on dit ça. Donc aujourd'hui, les 2 milliards vont servir à réparer, à dédommager quelques petits nombres. Mais qu'en est-il de la suite? Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Personne ne saurait le dire. Est-ce que c'est encore au calendrier grec la suite de processus de la réparation, et jusqu'où la réconciliation? Quand est-ce que la réconciliation va venir? Parce que il y a des faits aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a des faits. Les gens sont frustrés, les gens sont traumatisés, tout ça. Ces gens-là attendent, veulent être au moins passés. La réparation, certainement, ne servira pas, ne pourra pas équivaloir à ce que les gens ont perdu, ceux qui ont perdu les êtres chers, ceux qui ont perdu leur maison et autres. Ça ne va jamais être équilibré, mais il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose pour soulager ces gens. C'est le début, mais encore, il reste encore beaucoup de choses à faire. Comme je le disais, des fonds qui ont servi à beaucoup de choses par le passé pouvaient plutôt aller dans ce sens. À quoi faites-vous les gens par ce retour? Je dis des fonds qui ont été utilisés. Beaucoup de fonds ont été à faire beaucoup de choses. Peut-être qui n'ont pas servi à grand-chose. Tu es journaliste, qui n'ont pas servi à grand-chose, qu'on pourrait affecter, hein, à soulager les Togolais et à entrevoir la réconciliation. Les auditeurs ont besoin de comprendre ce que vous dites. À entrevoir la réconciliation avec beaucoup de sérénité et d'efficacité. Et maintenant, c'est le début. En tout cas, il faut débuter quelque chose. On a débuté aujourd'hui. Nous estimons quand même que dans ce processus de réparation, il y aura quand même la justice. Hein, c'est-à-dire qu'on ne sélectionne pas, enfin qu'il n'y a pas eu de choix d'obédience politique. Il faut le faire pour que tous les Togolais, tous ceux qui sont victimes et qui doivent avoir droit, hein, à la réparation, puissent l'être, et que
et qu'on entende très rapidement la prochaine étape pour les séries de réparation recommandées par la CVGR. Il défonce quelle appréciation faites-vous de l'approche du Ashkroun? Je crois que c'est une injure au peuple togolais. C'est une injure. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Je ne peux pas comprendre. Vous voulez dédommager des victimes. Qui sont ceux qui les ont victimisés? Est-ce que vous avez appris que de toutes les audiences que la CVJR a faites, il y a un seul qui a monté son petit doigt pour dire « J'ai violenté Pasteur Edo ». Je me rappelle quelques phrases d'un prélat togolais qui dit, je cite, « Au cours des travaux de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, aucun des auteurs des exactions n'a reconnu avoir fait du tort aux Togolais. Et vous voulez maintenant indemniser qui? Là où c'est dangereux, c'est que les gens ne reconnaissent pas qu'ils ont violenté les Togolais. Pris sur cet angle, qu'est-ce qui prouve que demain, on ne viendra plus à violenter les Togolais? Puisqu'aujourd'hui, on ne connaît pas les bourreaux de... Vous connaissez ceux qui ont fait ces victimes-là? Vous les connaissez-vous? Pour qu'on les passe devant la justice. Pour qu'ils reconnaissent d'abord qu'ils ont commis du tort aux Togolais. Pour qu'ils prennent la résolution de ne plus recommencer les mêmes choses. Vous les connaissez-vous? Vous les connaissez? Non, mais dites-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la raison pour laquelle je dis c'est une injure. Il faut, dans un premier temps, vous voyez ce livre qui a été élaboré par la CVJR. Quand je prends le processus des dédommagements, la CVJR dit, je cite, la CVJR propose les deux formes de dédommagement que voici. Les dédommagements symboliques. C'est l'ensemble des actions à faire, des comportements adoptés et des paroles à prononcer de façon sincère par les autorités togolaises et d'autres acteurs. Pour les victimes, ces actions, comportements et paroles doivent signifier ceci. Nous reconnaissons que tout au long des 47 ans, c'est-à-dire pris 1958-2005, il y a eu des injustices dans le pays. Nous partageons les douleurs de ceux qui ont subi ces injustices et nous nous engageons à faire tout ce qui est de notre pouvoir pour que cela ne se répète plus. Fin de citation. Vous avez entendu ces faits? Ça, c'est la première partie. Le chef de l'État s'est prononcé dans un de ses discours. Non. Le deuxième. Il a présenté ses excuses. Quelques exemples de réparation symbolique. Les excuses publiques du chef de l'État. Quand est-ce qu'il a fait? Il a fait. Non. La construction de monuments, de souvenirs de disparus. Allez-y. Est-ce qu'on l'a fait? Allez-y. La construction. La répression du négationnisme, c'est-à-dire, je le cite toujours, le fait de savoir, le fait de faire juger et punir ceux qui se permettent de nier certains faits historiques reconnus comme étant vrais. Est-ce qu'on a fait tout ça là? Honoré, je demande, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la CVJR. C'est sur ça que le Ashkroun passe. Parce que c'est ce que la CVJR a proposé. C'est la CVJR qui a proposé qu'il y ait une autre institution qui sera chargée. Et avant de le faire, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on l'a fait? Mais ce qui me fait encore froid dans le dos, c'est que sans la vérité, la justice n'est pas possible. Les gens qui n'ont pas reconnu avoir violenté les Togolais. Et vous avez reconnu... Est-ce que vous reconnaissez avec moi qu'on a dit que plus jamais ça au Togo? Oui, le chef de l'État l'a dit. Mais est-ce que les violences n'ont pas continué? La dernière fois, c'était encore à Guazongo, où les militaires ont encore tué. Mais tant que les gens ne reconnaîtront pas qu'ils ont posé des actes pour demander... En Afrique du Sud, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Parce que si nous disons que nous devons copier les bonnes choses ailleurs, ceux qui ont été les pionniers de cette institution de réparation, l'ancien président qui était là avant notre grand-papa Mandela a reconnu. Frédéric Desclercq a reconnu.
Frédéric Descartes a demandé pardon. Tous ceux qui étaient dans ces cercles-là, qui faisaient du bordel, ils ont reconnu. Voilà pourquoi la réconciliation, parce que Pasteur Edo a fait allusion tout à l'heure à la réconciliation. Mais tant que je sais que c'est toi qui m'as violenté, les gens savent ceux qui les ont violentés au Togo. Dans des rapports, on a mentionné des noms. Est-ce que vous les avez vus devant la justice? Pire, il a dit tout à l'heure, les gens ont eu des galons, ils ont été promus pour avoir fait du mal à leur prochain. J'aurais voulu que la CVGR passe par là, que les gens reconnaissent qu'ils ont commis du tort et prennent la résolution de ne plus le faire encore. Mais s'ils ne le font pas, ça va continuer et la réconciliation ne sera que du pipeau. Voilà, c'est du pipeau. Voilà pourquoi je dis que c'est du cinéma, c'est des grimaciers, parce que c'est eux-mêmes qui ont pris ça. On l'a remis au chef de l'État le 3 avril 2012. Ça, c'est lié à quoi? Arrêtons les blagues. Voilà, Pasteur Edo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je crois que c'est vrai que les actes de contrition, faire amende honorable, c'est une affaire personnelle, c'est du cœur. Aujourd'hui, c'est vrai quand même que la CVG a déjà plié ses bagages, mais je crois quand même que les membres sont là. Les membres auraient pu dire à Ashcrown qu'il y a une étape que vous avez sautée. Non, les recommandations sont là. Les recommandations sont là. Les 68 recommandations sont là. C'est des recommandations. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Les recommandations sont là. Maintenant qu'on passe, ça dit surtout le fait que les gens reconnaissent avoir offensé, avoir fait ceci, ils l'ont fait. Et ils ne sont pas engagés à ne plus commettre de tels bévues. Et qu'on passe à l'autre étape, tout le monde sait que c'est dangereux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut pousser les offenseurs, s'il faut les appeler ainsi, les offenseurs, à faire acte de contrition? C'est une affaire personnelle. Oui, les bourreaux. Les bourreaux, c'est une affaire personnelle. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Ashcrown, qu'est-ce que Ashcrown doit faire? Ben, c'est ça. Non, mais moi, La question qu'on peut se poser, c'est que Ashcrown va pousser les gens à reconnaître leur part de responsabilité dans les violences que nous avons connues dans ce pays. Et quand nous disons de 1958, vous vous rappelez, ça remonte à l'histoire. 1958. Et il y a eu des décès aussi. Il y a eu des décès aussi. Bon, donc, vous voyez à peu près l'aspect là, parce qu'il y a eu des décès. Et s'il faut seulement peut-être regarder les choses dans l'espace et dans le temps, il va falloir quand même peut-être que ce qui est fait récemment, ce qui a été fait récemment, puisqu'il y a eu des décès, alors comment est-ce qu'on va regarder le tir? Bon, donc, ce qui fait que c'est dangereux quand même qu'une étape soit sautée et qu'on aille à l'autre étape. Maintenant, est-ce que les Togolais sont conscients que les violences ont fait du tort à ce pays et que plus jamais ça, en 2005 ou bien 2005, le président est rentré dans les cœurs? Je dirais non, parce que les violences se sont poursuivies jusqu'à un passé récent. Bon, donc, ce qui fait dire que le processus de réconciliation entrepris, a de plomb dans l'air. Voilà. Vous savez, moi, ce qui me dérange, que ça soit 1958 ou 2005, 2005, oui. il y a eu 68 recommandations. Et ceux qui ont travaillé ont fait des propositions concrètes. Si le gouvernement avait la volonté de traduire dans les faits ces recommandations-là, je suis sûr qu'on n'en sera pas aujourd'hui où, au lieu de 38 milliards, qu'on débloque, pas la moitié. Deux seulement. C'est une injure, je vous dis. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Qu'on débloque 2 milliards. Pour faire quoi? Pour commencer. Mais moi, j'ai jeté un coup d'œil sur ce que la CVGR a fait, ce que la CVGR a proposé au Ashcrown. Et je crois que si réellement les premiers responsables de ce pays veulent que les Togolais se réconcilient, toutes les propositions concrètes qui ont été faites par ceux-là même
qui ont travaillé pendant des mois seront prises en compte et seront mises en œuvre. Si tel n'est pas le cas, c'est du spectacle. Ce sont des grimaces qu'ils sont en train de faire pour flouer une fois encore la communauté internationale. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je vous ai demandé ici si un seul parmi ceux-là qui ont été écoutés, parce qu'il y a eu des audiences publiques, il y a eu des audiences privées et privées. Privées et privées. Est-ce que quelqu'un a pu lever son petit pouce là pour dire oui, j'ai violenté Coco? Ça, vous l'avez déjà dit. Oui, mais si nous ne partons pas sur le fait... Peut-être même dans les audiences privées. Peut-être dans les audiences privées. Si nous ne partons Il y a pas du beaucoup fait de choses que... dans les audiences privées. Il y a eu beaucoup de choses. Et ces choses-là n'ont pas été dites d'ailleurs. C'est des choses extrêmement graves que nous avons écoutées. Moi, j'ai pu mener même des enquêtes jusqu'à Atapamé. J'ai écouté des victimes. Et le comble, c'est que ceux que certaines populations ont reconnu leur avoir fait du tort ont été promus. Il y a un qui a été nommé directeur d'une station. Je suis allé personnellement le voir. Quelle station? À Tapamé. Quel type de station? Station de taxi. Et c'est lui qui gère. Alors que ceux que moi, qui sont victimes, que j'ai entendus, qui m'ont cité des noms, l'ont nommément cité. Pas une personne, pas deux personnes, pas trois personnes. Et il est là. Des femmes, chaque... Il y a une dame. Il était encore... Il y a une dame que j'ai reçue, que j'ai écoutée. Il était encore dans ces manœuvres la dernière fois, celui dont vous parlez. Ah, il était là. Aussi. Dans les manœuvres, dans ces manœuvres de vous voyez, côté, hein. Vous voyez, ça dit qu'à partir du moment où la personne ne reconnaît pas avoir fait du tort, mais l'occasion lui est donnée de continuer. C'est pourquoi je dis que cette histoire-là, c'est du spectacle. C'est pour flouer la communauté internationale. Voilà, pour terminer cette émission, on va parler de l'eau. Cette semaine a été célébrée la journée internationale de l'eau. En attendant que la HCON trouve des solutions, il faut qu'on boive au moins de l'eau. Prions que HCON trouve des solutions. De Lomé à Sinkasé, ni la qualité, ni l'accessibilité n'est au rendez-vous. Lorsque le problème de l'eau est criard, même dans la capitale, je crois qu'il y a des quartiers où il y a un peu de rideau, la pénurie d'eau est vivable, est sensible dans la capitale. N'en parlons pas de Tchévier, n'en parlons pas de Tado. Vous savez, le problème de Tado est toujours là. Donc le problème de l'eau, je crois que il y a eu vraiment de relâchement quant à ce qui concerne de l'eau, parce que l'eau c'est la vie. Mais vous prenez aujourd'hui de Lomé jusqu'à Sinkasé, il faut le secours, le salut des Togolais, c'est le forage. Aujourd'hui c'est le forage, mais est-ce que le forage présente une qualité de l'eau? C'est la question. Et tout dernièrement, il y a un audit, on a demandé quand même qu'on audite quand même le système de forage de l'eau, et que il faut vraiment rendre cette eau-là potable, parce que c'est cette eau-là aujourd'hui qui sert à tous les Togolais. Quant à ce qui concerne la TDE, elle a démissionné, il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. La TDE est là. La TDE là de nom, mais apparemment il n'y a pas grand-chose. Moi, entre-temps, je voyais même les agents de cette TDE circuler. Aujourd'hui, moi, je ne les vois plus dans mon quartier. Je ne sais pas si, moi, je suis vers Togo, mais je ne sais pas si, là, apparemment, ce n'est plus dans la ville de Lomé. Moi, je n'ai plus vu les agents de TDE, ce qui veut dire que cette institution-là, elle ne sert plus à grand-chose. Donc, quand je suis ahuri quand j'écoute le ministre Agadassi dire que donner des statistiques de 52% de l'eau, mais je dis, mais écoutez, l'eau potable pour les Togolais, je regarde la télévision, je dis à mes enfants, mais ça c'est du mensonge, quoi. J'ai dit à mes enfants, ça c'est du mensonge. Comment on ne peut pas venir nous présenter quelque chose comme ça, qu'il y a de l'eau au Togo? Mais l'eau où? Mais il n'y a pas de l'eau. Aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau l'eau potable pour les Togolais, il n'y en a pas. Les gens allaient dans les villages où les gens continuent pas à boire les eaux de ruissellement. Et dommage pour eux aujourd'hui que la transhumance, les bœufs sont passés par là. Les bœufs pendent dans ces villages et les bœufs boivent de l'eau, finissent tout. Donc les gens vont prendre de l'eau qu'ils vont garder dans une bassine, ils vont aller chercher de la cendre, ils vont venir purifier. Et c'est ça les gens vont boire.
Mais et à la journée de l'eau, gaillardement, il y a de la caravane qui est faite pour servir je ne sais quoi. Apparemment, je dis ce sujet-là, ça m'importe parce que nous qui allons de lieu en lieu dans ces villages-là, on connaît les problèmes des citoyens togolais en matière de l'eau. Donc il ne faut pas que les gens viennent nous divertir pour faire des discours qui ne servent absolument à rien. Donc ce que le ministre a dit, c'est faux, ce n'est pas la réalité. La réalité sur le terrain, non, ces statistiques sont fausses. Ces statistiques sont fausses, il n'y a pas de l'eau potable. De l'eau potable, c'est des gens qui sont sans facture. L'eau potable, c'est dans la maison des gens qui n'ont pas de facture. Ailleurs, et c'est nous, et c'est les autres qui payent ces factures-là. Ils peuvent laisser les trucs couler pendant des semaines, et puis finalement, c'est les autres qui paient la facture. Donc, le problème de l'eau là, je suis sérieux. Et je le dis, les statistiques là sont fausses. Il défonce la partie. Alors, mais Le pasteur non, mais pasteur Edo me fait sourire parce que je voulais juste relever un truc. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais ou bien il le sait, mais le fait de ne pas le savoir. Le mensonge fait partie du système de gouvernance de ceux qui dirigent le Togo. Donc, mais il y a la vérité quand même. Le mensonge. Le mensonge. Je dis que des fois, quand vous entendez les ministres parler, on est sidéré. J'avais écouté il y a quelques mois le ministre de l'enseignement supérieur se prononcer sur un événement auquel j'ai assisté sur le campus, où il parlait d'une trentaine d'étudiants. Mais j'étais désahuri parce que j'étais sur le campus quand presque tous les étudiants manifestaient. Mais j'ai dit, mais est-ce que ce ministre-là a des enfants à la maison? Lui qui nous sert ce mensonge-là. Et qu'est-ce que nous avons fait à la Gazette? On a publié la vidéo. On a interpellé le ministre au cours d'une émission pour dire, monsieur le ministre, vous avez parlé d'une trentaine d'étudiants. Voilà. Alors moi, je ne suis pas sidéré quand j'écoute les ministres togolais parler, mentir comme des enfants. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est eux qui nous parlent de la citoyenneté et du civisme. Et maintenant, alors, revenons à la... Non. Mais si vous mentez, si vous qui êtes autorité, vous mentez, vous dites que dans cette localité, il y a de l'eau alors qu'il n'y a pas de l'eau. Il faut que nous dénoncions d'abord le mensonge dont fait allusion l'autorité, puisque c'est eux qui se disent autorité, ils disent qui dirigent le pays. Qui dirige le pays, honnêtement? À Noche, dans un village qu'on appelle Semanoukope, où s'est rendu un de mes confrères, Audrey Gaego, qui a ramené des images. Mais j'étais choqué de voir que l'eau verdâtre que buvaient les populations là. Mais je n'en revenais pas. Et il me disait, mais c'est ça, ils boivent. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et on nous dit aujourd'hui que c'est des statistiques. Comment? Attends, moi je ne comprends pas comment le gouvernement togolais fait ces statistiques. Mais pasteur Edo a bien dit, ceux qui prennent de l'eau potable, c'est ceux qui ne paient pas la facture. Mais c'est vrai. Moi, j'étais resté à Casablanca, il n'y avait pas d'eau. N'en parlons pas de Tchévier, jusqu'à parler de Semanoukope qui est de Voasson. Mais non. L'eau de Voasson. Tout ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a une mauvaise politique qui se fait. Parce que un gouvernement responsable, c'est ce gouvernement-là qui prend à cœur certaines aspirations. Si on nous dit que l'eau c'est la vie, au moins la manière dont ils ont procédé dans le temps à implanter l'animation politique partout sur toute l'étendue du territoire, il faut qu'ils le fassent aussi pour aller voir, pour aller vivre eux-mêmes ce que vivent les populations togolaises. Merci beaucoup, Ildefonse Akpaki. Je rappelle que vous êtes le directeur du site d'information de la Gazette du Togo. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Notre troisième invité, je vous l'avais dit, Tchapouré Bouraïma n'était pas du rendez-vous. Il a été pris à la dernière minute. Comme d'habitude, on espère le retrouver prochainement. Les spécialistes pour aujourd'hui, c'est fini. Mise en onde de Romaric Freitas. Je vous souhaite un très bon week-end en compagnie de nos programmes. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact,
Écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.